ne pas se faire remarquer. Une ruse pour survivre, dont se sert aussi le crapaud Amietophrynus superciliaris. On ne le repère que quand il bouge. Ce crapaud est très rare et on ne le rencontre que dans la forêt dense primaire. Visiblement, il adore les termites qui constituent sans doute sa nourriture principale. Les animaux se camouflent pour diverses raisons. Ne pas être aperçu, c'est d'abord éviter de se faire dévorer. Mais si la vipère du Gabon, qui est vénéneuse, se camoufle aussi, elle ne le fait pas pour se protéger de ses ennemis. Ces motifs la rendent invisible sur le sol de la forêt, de telle sorte que ses proies ne l'aperçoivent que lorsqu'il est déjà trop tard pour fuir. Les mille-pattes, eux, n'ont pas besoin de camouflage. Ils contiennent des substances fortement toxiques qui les rendent impropres à la consommation. C'est ainsi qu'ils peuvent se promener sans gêne partout dans la forêt, sans avoir à craindre d'un prédateur. En général, ils se déplacent seuls. Mais lors des rencontres dans le feuillage, les étreintes amoureuses ne se font pas attendre et leurs ébats peuvent durer pendant des heures. Ils font partie des diplopodes. Chacun des segments de leur corps est muni de 2 paires de pattes qu'ils arrivent à coordonner sans problème malgré leur grand nombre. C'est avec leurs pattes d'accouplement, situées sur le tiers antérieur de leur corps, que les mâles déposent leurs semences. Le devoir accompli, les partenaires desserrent leurs étreintes multiples et chacun reprend son chemin. Les hippopotames pygmées sillonnent la forêt, sans aucune feuille de route préétablie. Le territoire d'un mâle adulte se recoupe avec plusieurs territoires de femelles, nettement plus petits, 60 hectares environ, c'est-à-dire à peine 1/3 du domaine d'un mâle. C'est dans les zones où se recoupent leurs territoires et où peuvent avoir lieu leurs rencontres que les mâles marquent leur territoire. Pour ce faire, ils projettent leurs excréments sur les buissons et les arbustes par un énergique mouvement latéral de leur courte queue pendant qu'ils défèquent et urinent. Ces marques ne servent sans doute pas seulement à délimiter, mais aussi à communiquer avec les voisins. Ainsi, elles peuvent signifier « hors de mon chemin » ou bien « je suis en rut ». À l'inverse de son cousin de grande envergure, l'hippopotame pygmée n'est pas contraint d'aller aussi souvent dans l'eau, car l'humidité élevée de l'air dans la forêt et la mucosité transparente produite par sa peau le protègent du dessèchement. Quand il se déplace longuement à travers la forêt, cette sécrétion fait apparaître une mousse blanche, en particulier sur les parties qui sont le plus en mouvement, comme les oreilles, les rides profondes du menton et le haut des pattes. Toutefois, pendant la saison sèche, quand le degré d'humidité de l'air diminue, la protection assurée par les sécrétions de la peau ne suffit plus. Alors, l'hippopotame pygmée est lui aussi obligé d'aller plus souvent dans l'eau pour éviter le dessèchement de sa peau.
vigilant et méfiant. L'hippopotame pygmée s'oriente principalement grâce à l'odorat et à l'ouïe. Bien qu'il n'ait en dehors de l'homme aucun ennemi, il reste souvent longtemps sur place, silencieux, dès que quelque chose lui paraît inhabituel. Mais ce mâle, de toute évidence, se sent en sécurité, et il entre sans hésitation dans l'eau rafraîchissante. Contrairement au grand hippopotame, il ne patauge pas avec fracas, mais il entre dans l'eau sans faire aucun bruit, lave son corps de la chaude écume et s'enfonce enfin dans un autre monde. Sous l'eau, cet animal si pâteau semble d'une étonnante élégance. Il a une démarche légèrement sautillante et semble échapper à la gravité dans l'eau gorgée d'humus. L'hippopotame pygmée est exclusivement végétarien. Les poissons ou les curieux girins ou tourniquets qui s'agitent à la surface de l'eau n'intéressent nullement ces petits cousins de l'énorme herbivore amphibie des savanes. L'hippopotame pygmée retourne toujours dormir aux mêmes endroits, que ce soit dans la forêt ou dans l'eau. Il s'y dirige en nageant avec détermination. La cachette d'un mâle se trouve derrière les épais buissons qui bordent la rive de la rivière. Il trouve la tranquillité sous les racines d'un arbre que l'eau a mise à nu. Il peut y rester couché pendant de longues heures. Le voici invisible, échappant au regard, comme tant de choses dans la forêt. La rivière offre un nombre presque infini d'endroits de ce type pour se reposer. Là-bas, où les arbres se penchent les uns vers les autres par-dessus le cours d'eau, il y a de sombres cavités qui se sont formées le long de la rive. Dans les clairières où le soleil pénètre davantage et où gisent les restes d'arbres géants qui se sont abattus, la végétation est plus dense au bord de l'eau et elle offre ainsi des cachettes idéales. À certains endroits, les rivières ont pratiqué des percées plus larges dans la forêt, où il est alors plus aisé d'apercevoir des animaux. Des branches d'arbres morts émergent de l'eau. Elles constituent le poste de guet inaccessible de l'hirondelle noire, par exemple, qui profite de l'espace aérien dégagé au-dessus du fleuve. Pendant la saison sèche, les vanneaux éperonnés colonisent les bancs de sable, y bâtissent leur nid ou y cherchent des insectes. On voit aussi des gobe-mouches. Le gobe-mouche de Cassin est un excellent chasseur qui saisit ses proies en un vol acrobatique. En ce moment, il s'occupe lui aussi de construire son nid. Avant que ne commence la saison des pluies et que le niveau du cours d'eau ne monte, il faut que ces petits sachent voler, car son nid sera submergé.
Les malimbes à queue rouge installent leur colonie très haut au-dessus de l'eau. Plusieurs mâles travaillent ensemble pour construire un nid. Un travail artistique qu'ils réalisent brin par brin, seulement avec leur bec. C'est seulement lorsque cette tâche collective est achevée que les femelles commencent à couver. Les nids des malimbes sont bien à l'abri de la montée des eaux. Les vanneaux éperonnés patrouillent le long de la rive. Ils surveillent en guettant tout ce qui pourrait mettre en danger leur nid installé sur les bancs de sable. Les hippopotames pygmées ont des petits en toute saison. La mère et son petit se consacrent à leur occupation favorite, la sieste. Juste à côté, le varan ne les gêne pas. La grenouille qu'il souhaite avaler s'est gonflée pour se défendre. Il ne pousse que 2 dents entre les grandes défenses de l'hippopotame pygmée, et non pas 4, comme chez le grand hippopotame amphibie. Ces grandes canines disparaissent dans de longues poches de la lèvre supérieure quand la gueule se referme. Le varan s'acharne encore sur sa proie. Cela peut durer 1 heure avant qu'il ne l'avale. La mère est inquiète. Vraisemblablement, sa peau est déjà trop sèche. Il faut qu'elle boive. Les hippopotames pygmées, si timides dans leur milieu naturel, s'apprivoisent rapidement en captivité. On ne sait pourquoi. Parasites de la peau et insectes piqueurs ne sont pas rares en forêt tropicale. Une seule solution, se gratter. Cette femelle se frotte avec volupté à une branche. Mouches et taans s'attaquent à la peau délicate. Le passage à travers des sous-bois provoque toujours des petites écorchures et blessures où se pressent les insectes tracassiers. Mais même les parasites ont leurs ennemis. Manger et être mangé. C'est la loi implacable de la nature. Une menthe religieuse attend patiemment le moment propice. Rapides comme des flèches, ses pattes se détendent et saisissent les proies, qu'elle se met immédiatement à consommer. Parmi les insectes de la forêt, la menthe religieuse est l'un des chasseurs les plus efficaces. Rares sont les proies qui échappent à l'étreinte de ses redoutables bras armés de piquants. Elle nous apparaît comme un être étrange, venu d'ailleurs. Une machine de guerre hérissée d'armes, toujours prête pour repartir à la chasse. Dans la forêt magique, le cycle de la vie se révèle d'une grande multiplicité. Les toiles délicates des araignées pendent comme de minces voiles entre les branches et les rameaux. Très fragiles, certes, et pourtant piège fatal pour les insectes volants. Pour les animaux et les plantes, la vie dans la forêt dense est un perpétuel combat pour la nourriture, qui revêt de multiples aspects. Même les immenses œuvres d'art, tissées par les araignées à toile en roue, qui atteignent jusqu'à 2 mètres,
ne représente qu'une petite partie de cet éternel affrontement. Cependant, les véritables dominateurs de la forêt, ce sont les fourmis légionnaires. Elles se mettent en marche comme une troupe parfaitement organisée. Quand leurs armées s'avancent sur un large front, le sol de la forêt se met même à bouger. Grands et petits, tous s'enfuient, pris de panique. Scorpions, fourmis, chenilles, tous tentent de se mettre à l'abri. Même les vers sortent de terre, grimpent sur les buissons, cherchant leur salut dans les hauteurs. Celui-ci a choisi une plante trop petite. Ses efforts désespérés pour échapper au danger sont voués à l'échec. Sa fin est inéluctable. Contorsions et frétillements lui serviront à rien. Déjà les soldats le coupent en morceaux avec leurs grandes pinces. Le raid des fourmis légionnaires est parfaitement organisé. Attaquer, terrasser, découper, transporter. Mais il y a aussi des animaux à qui profite la marée de fourmis légionnaires. Ce sont les chimpanzés, pour qui elles représentent une nourriture délectable. Les singes anthropoïdes sont souvent à l'origine d'un grand tohu-bohu dans la forêt. Mais leurs accès d'excitation se calment aussi rapidement qu'ils ont commencé. Pour autant, la plupart des autres animaux s'écartent de leur chemin. C'est ce que fait aussi la maman hippopotame pygmée qui entraîne son petit vers une cachette. Dans les parcs zoologiques, on a constaté que les jeunes hippopotames pygmées ne s'aventurent en eau plus profonde que plusieurs semaines après leur naissance. Mais ensuite, quand ils en ont pris l'habitude, ils s'y sentent aussi bien que sur la terre ferme. Ils se laissent même allaiter sous l'eau. Une place de repos d'hippopotame pygmée, comme dans un livre d'images. Les hippopotames pygmées ne peuvent vivre que dans la forêt, là où il y a suffisamment d'eau et des cachettes sûres. L'ouest de la Côte d'Ivoire est l'une des dernières régions où ils trouvent un ultime refuge, une place suffisante pour leur mode de vie. Et ce n'est pas la seule espèce animale menacée à avoir trouvé un dernier refuge dans l'exceptionnel parc national de Taï. Les chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest sont eux aussi menacés. Ils sont devenus célèbres dans le monde entier lorsque des chercheurs découvrirent qu'ils menaient des chasses organisées contre d'autres singes et qu'ils savaient utiliser une vingtaine d'outils. La forêt de la réserve de biosphère de Taï est leur domaine, dans lequel ils peuvent organiser leur vie sans être dérangés. En tant que refuge de nombreuses espèces animales et végétales, le parc national de Taï prend une importance de plus en plus grande.
nul ne sait combien de choses inconnues se cachent encore sous la dense canopée des géants de la forêt. Tel un lieu magique, la forêt primaire originelle ne livre ses secrets qu'avec parcimonie. C'est ainsi qu'il faudra encore bien du temps pour étudier jusqu'au bout le mode de vie et le comportement des hippopotames pygmées dans leurs sylves. Jusqu'à présent, nous avons dû nous contenter de quelques regards furtifs sur le milieu naturel où ils vivent.